Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. En Occident, le taux de décès à domicile moyen dans les pays d'Occident, c'est de 30 %. Ça signifie là, qu'à peu près une personne sur trois meurt chez elle, dans ses affaires, dans sa maison, souvent d'ailleurs grâce à des soins palliatifs qui sont offerts jusqu'à la maison. Au Canada anglais, Karima, la proportion, c'est à peu près la même. On parle de 29,8 %. On va arrondir à 30 %. Le Québec, par contre, moi, j'ai capoté quand j'ai vu ça en fin de semaine. Selon la docteure Geneviève Dechaine, on aurait le plus bas taux en Occident. On parle de 10 %, donc c'est 3 fois moins que la moyenne canadienne-anglaise. Quand on sait ça, que juste une personne sur 10 a la chance de mourir dans ses affaires à la maison, bien, soudainement, c'est peut-être un peu plus facile de comprendre pourquoi, notamment, on est l'endroit dans le monde où il y a le plus d'aide médicale à mourir. On va en parler avec deux personnes, avec Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades, ainsi que Louis-André Richard, qui est professeur de philosophie au Cégep de Sainte-Foy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vais commencer avec Monsieur Brunet. Est-ce que cette réalité-là, celle que nous sommes en Occident, ceux qui avons le moins de taux, le taux le plus bas d'accès aux soins à domicile à la maison pour les morts comme ça, est-ce que ça s'explique seulement pour des raisons techniques, là, une façon différente de voir les soins, puis on aurait les moyens d'aller plus loin? Très centré sur l'hôpital. Surtout qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on s'en va à l'hôpital. Et ça dure toute notre vie, malheureusement. Alors que la docteure Dechaine a prouvé, CLSC de Verdun, que si on suit les personnes âgées malades, plus celles-ci sont transportées à 50 % moins souvent à l'hôpital, et on libère autant de lits pour les gens qui en ont vraiment besoin. Parce que les gens sont moins malades. Et quand elles sont trop malades, ça peut arriver, là, on les transporte à l'hôpital. Malheureusement, on fait pas ça. On attend que ça aille mal, puis là, envoyez let's go, on s'en va tout à l'hôpital. C'est triste parce que les soins d'urgence en souffrent. On manque de monde à l'urgence et il y a du monde qui meurt en attendant de recevoir des soins. J'ai entendu un médecin dire « Ouais, mais tu sais, les médecins sont plus efficaces à l'urgence. » OK, ça veut dire que on fait payer aux personnes âgées d'attendre 20 heures à l'hôpital pour être soignées, pour que le médecin soit plus efficace. Ça tient pas la route. Je comprends pas pourquoi on n'est pas mieux équipé pour aller voir nos personnes âgées chez elles. Ça va mieux dans ce temps-là. Elles sont moins malades, puis on a moins besoin. Mais on a besoin de plus d'ambulances, plus d'ambulanciers, plus de lits. Tu sais, j'ai entendu un médecin. On manque de lits. Non, on manque une gestion intelligente de nos soins. Il y a deux groupes qui occupent les urgences présentement. Les personnes âgées et les patients ambulatoires. On était supposé, selon le ministre Dubé, envoyer ailleurs. Présentement, c'est pas le cas. Le 811 marche mal, le GAP, j'ai pas de nouvelles. Alors, tout le monde se ramasse à l'urgence. Et après ça, on se demande pourquoi nos gens à l'urgence, nos professionnels en soins, infirmières et autres, sont accablés et souvent pris par la pression qui est mise sur eux et avec les erreurs qui peuvent causer parfois la mort de certains patients. Mm-hmm. Moi, je veux vous entendre parce que vous êtes sur le terrain, vous en rencontrez des personnes qui sont malades, vous rencontrez aussi des personnes qui sont très âgées. Et est-ce que cette inquiétude sur le terrain, qu'est-ce que les gens vous disent là, par rapport à cette fin de vie-là? C'est quoi le pouls là, sur le terrain que vous entendez? Écoutez, ce ne sont pas des sondages scientifiques. Mm-hmm. Mais tout le monde à qui je parle, ou les comités d'usagers, les comités de résidents qui nous sont affiliés, nous rapportent que les gens aimeraient ça mourir chez eux. Les gens aimeraient ça être chez eux, être soignés chez eux, et éventuellement, quand la fin approche, de pouvoir mourir chez eux. D'ailleurs, je me demande, et j'ai jamais eu l'information, pourquoi on ne publie pas dans les rapports sur l'aide médicale à mourir les circonstances dans lesquelles les gens ont demandé l'aide médicale à mourir. C'est souvent parce que on n'offre pas les soins adéquats, on aime mieux en finir. Je le comprends. Sauf que cela donnerait une réponse assez percutante aux autorités du ministère de la Santé, maintenant de Santé Québec, à savoir que plus on va négliger les soins aux personnes âgées, plus celles-ci vont demander l'aide médicale à mourir. Fait que peut-être qu'il y a là une réponse à ce pourquoi on serait les champions du monde à l'aide médicale à mourir, c'est que les circonstances dans lesquelles on la demande, c'est parce qu'on n'est pas soigné suffisamment et intelligemment Mais c'est pour les besoins que l'on a.
C'est vertigineux entendre ça parce que vous dites, au fond, on ne connaît pas l'information exactement pourquoi les gens ont recours autant. Là. Les motivations personnelles, ça, c'est une chose, mais pourquoi au Québec, on est les champions de l'aide médicale à mourir? Mais c'est vertigineux, là, ce que vous nous dites. Ben, en fait, j'ai pas la réponse. Mais pourquoi on veut pas publier les circonstances dans lesquelles les gens ont demandé de l'aide médicale à mourir? Ça vient de où? Si la moitié des gens qui demandent l'aide médicale à mourir sont-ils en CHSLD? Sont-ils à l'hôpital? Je ne sais pas. Tu sais, je peux pas. Mais ce que je dis, c'est que si on avait cette réponse-là, ben oui, on saurait, mais c'est parce que peut-être que l'État n'a pas avantage à nous le dire, parce que ça se peut que la grande majorité des gens, comme j'en connais plusieurs et comme on nous en rapporte beaucoup dans les médias, demandent l'aide médicale à mourir parce qu'ils sont tannés d'attendre. Sont tannés de ne pas recevoir les soins auxquels ils ont droit et qu'ils méritent après avoir payé des taxes toute leur vie. Oui, c'est incroyable. Louis-André Richard est professeur de philosophie, il est avec nous aussi. Bonjour, je vais vous poser la même question, mais je la pose à un philosophe. Est-ce que ce fait-là, on a les chiffres, 10% seulement des gens meurent à la maison au Québec versus 30% dans le pays à côté, le Canada, c'est juste à côté. Est-ce que c'est pas un signe que notre rapport à la mort est différent? Ben oui, certainement il y a un lien. C'est très difficile d'expliquer le phénomène. Il y a une question anthropologique, sociologique, en fait, pour être plus précis, sur notre rapport comme Québécois à la vie, en fait. C'est plus le rapport à la vie qui est en jeu ici. Le rapport à la solitude, le fait de ne pas être capable de mourir à la maison. C'est d'abord, je dirais, une question structurelle là, du système de santé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui se sentent seuls, et je pense que mourir seul, c'est la pire des morts. Alors, les raisons qui expliquent cette statistique étonnante, qui aussi, il faut la relier au fait que nous sommes les champions à travers le monde occidental de demande d'aide médicale à mourir. On est à 8% des décès. Ben, il y a quelque chose de lié là-dedans. Et je n'ai pas les compétences, là, je dirais, pour expliquer ça de façon complète. Mais il y a un mal de vivre, en quelque part. Il y a une lassitude. Le Québec a été, dans tous les pays occidentaux, le premier à avoir joué avec les mots. Et pour le prof de philo que je suis, c'est très important. On a fait de l'aide médicale à mourir une proposition de belle mort. C'est comme la bonne façon de mourir. Parce qu'on a, dans l'expression, éliminé le caractère qui fait plus peur. Quand on utilise le mot euthanasie, il y a quelque chose qui nous retient généralement, mais là, on présente ça comme quelque chose qui devient un peu banal dans la compréhension des gens. Hein. C'est ça mon point. Peut-être ça explique en partie l'ampleur du phénomène. Mm-hmm. Et Louis-André Richard, donc vous avez étudié abondamment cette question, vous voyagez notamment en Europe, là, vous êtes un des spécialistes de cette question-là. Qu'est-ce qui frappe quand même au Québec quand on se compare, par exemple, à la France, vous connaissez bien cette société-là, ou en Europe, quelle est la particularité? Là, vous avez mentionné sur les mots, on a joué sur les mots là-dessus, mais en lien avec les soins palliatifs, est-ce qu'on a un peu négligé cet aspect-là? C'est une excellente question. Je dirais que les soins palliatifs, vous savez, au Québec, on a une expertise qui est aussi importante au niveau mondial. On a une très bonne structure de soins palliatifs. La raison pour laquelle on en est venu à voir ce soin-là diminuer, c'est beaucoup, encore une fois, en fonction de la loi qui a été votée, parce que, alors là, je me lance dans, c'est une hypothèse que j'essaie de comprendre, de creuser avec les années, mais nous sommes à la fois, nous les Québécois, héritiers de la tradition intellectuelle française et héritiers du parlementarisme britannique pour ce qui est de notre façon de fonctionner de manière politique, et héritier aussi du pragmatisme américain. De telle sorte que je pense, moi, que alors que les Français viennent de voter la loi tout juste, hein, parce que l'écart, plus ça avançait, plus l'écart diminuait de députés favorables ou non. Nous, les Québécois, on a voté ça très rapidement en disant on était tous la députation, on marchait main dans la main, convaincus que c'était la bonne chose à faire. Alors ça, c'est le côté très pragmatique.
Et ça a tué jusqu'à un certain point la nécessité de bien envisager la complexité du phénomène des soins palliatifs. De telle sorte que le citoyen québécois actuel ne comprend pas bien qu'est-ce que c'est le soin palliatif. À l'hôpital, on va lui offrir, évidemment, mais les gens qui lui offrent, les médecins qui lui offrent ne sont pas nécessairement au fait de ce que c'est le soin palliatif. Ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai participé à l'exercice québécois pour en arriver à l'adoption de la loi, c'était de voir que les palliativistes, à 95%, n'étaient pas d'accord avec l'idée de faire une loi là-dessus, puisqu'ils comprenaient bien que une mort accompagnée jusqu'à la toute fin, ben, ça se termine bien. Peu importe les circonstances, peu importe les croyances et tout. Mais évidemment que dans le processus d'accompagnement, il y a un moment où on peut sentir que on a le goût de partir. Et c'est souvent à ce moment-là que l'aide médicale à mourir est demandée et réalisée et tout. Alors, il y a une perte, là, je dirais, de la qualité de l'accompagnement à ce moment-là. Paul Brunet, vous avez utilisé le mot hospitalocentrisme. C'est grave, ça, parce que c'est comme si ça sous-entendait que on est conscient qu'on n'a peut-être pas la bonne solution, mais on ne veut pas réfléchir en dehors de la boîte. C'est presque de l'orgueil, c'est presque... On s'entête. Écoutez, c'est assez récent. Le ministère de la Santé veut bâtir des hôpitaux spécialisés pour les personnes âgées. On va pas aller les soigner chez eux, on va bâtir des mini-hôpitaux pour les personnes âgées. Donc, si c'est pas de l'hospitalocentrisme, je sais pas ce que c'est. L'autre affaire que j'observe, c'est que là, on va vous donner sur Internet les endroits où vous allez attendre le moins longtemps à l'urgence. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on n'est pas capable de dire, on va vous donner les GMF, les CLSC, là où vous pouvez prendre un rendez-vous maintenant pour le mal qui vous afflige? Pourquoi on n'est pas capable d'envoyer sur le site Internet du gouvernement ou de Santé Québec des alternatives aux patients ambulatoires au lieu de leur dire, allez à l'urgence, vous allez attendre 15 heures au lieu de 25 heures? Pourquoi on n'est pas capable de dire aux patients ambulatoires, voici là où vous devriez aller maintenant ou d'ici 24 heures, il y a de la place. Ça serait une alternative intéressante, profitable et qui éviterait aux patients d'attendre aussi longtemps. Je veux dire, c'est plus une urgence. Quand tu attends 10 heures, 15 heures, c'est plus une urgence. C'est le chaos, littéralement, là. Mais il y a juste une affaire, par contre, il faut avoir le courage d'aborder les sujets de façon frontale. Quand je lis, par exemple, 30% au Canada anglais des gens meurent à la maison, j'imagine que ça s'explique de façon importante par le fait qu'on a développé des soins palliatifs à domicile. Ça doit aussi s'expliquer par le fait qu'il y a plus de gens dans le Canada anglais qui sont accompagnés d'un proche, si c'est pas par un membre du personnel soignant. Est-ce que ça se peut qu'au Québec, non seulement on a un problème avec le développement des soins palliatifs à la maison, mais qu'on a aussi moins de gens qui sont en train de mourir puis qui ont un proche à côté d'eux, un proche étant quelqu'un de leur famille, un ami? Ben, la question est posée, je peux pas vous répondre à ça. Ce que je sais, c'est qu'on essaie... Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Est-ce qu'ils sont seuls au point de ne pas avoir un proche avec eux? Non, ils ne nous disent pas ça. Les proches aidants nous disent qu'ils sont épuisés et qui n'ont pas accès au programme pour différentes aides qui sont proposées, annoncées. La ministre nous a annoncé à l'hiver dernier qu'enfin, on compenserait financièrement les proches aidants. J'ai dit, Madame Bélanger, essayez donc de faire en sorte que ça soit simple. Parce que selon des organisations qui travaillent du côté des femmes, ce ne sont que 6% des femmes qui sont proches aidantes qui ont vraiment accès au programme d'aide et aux différents répits qui sont offerts, crédits gouvernementaux. Pourquoi? C'est trop compliqué. Puis surtout que les proches aidants sont souvent en majorité des femmes, généralement aussi pas mal âgées. Alors, pourquoi on n'est pas capable de décider? C'est le fun de faire des annonces, mais je disais tout le temps, je le disais à Mme Glaive, je l'ai répété à Mme Bélanger, allez à la source. Pourquoi les gens en profitent pas? C'est le fun de faire des annonces, mais si les gens peuvent pas en profiter parce que c'est trop compliqué, dans l'état d'épuisement que ces proches aidants-là, ces femmes-là sont, en regard de leurs proches qu'ils tentent d'aider, on n'est pas plus avancé. Mm-hmm. Et M. Brunet, je veux qu'on parle de ce qu'on appelle les SIAD, les soins intensifs à domicile. Il y a la docteure Deschênes, la spécialiste, la médecin de famille qui travaille justement dans ce soutien-là et sur les soins palliatifs à domicile depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Donc, si on parle de ces soins intensifs à domicile, est-ce qu'on devrait en développer plus? Puis si oui, a-t-on la capacité d'en développer davantage? Parce que ça semble quand même une très bonne idée. Oui. Bien, la preuve empirique, elle est faite que les personnes âgées malades
ont moins besoin d'être hospitalisés vient des chiffres du CLSC de Verdun et de la Dr Deschaines. Alors, les gens en soins palliatifs qu'on suivrait un peu mieux, un peu plus à la maison, éviterait de les faire transporter à l'hôpital. Moins d'ambulances, moins de lits occupés par des personnes qu'on aurait pu suivre chez eux. C'est la preuve empirique, là. Ça devient une preuve scientifique développée par la Dr Deschaines à l'effet que si on soignait les gens malades, les personnes âgées malades chez elles, on aurait moins besoin de mettre de la pression sur les soins urgents. Mais je sais pas pourquoi on le fait pas. Envoyer tout le monde à l'hôpital, puis c'est le fun, puis on va bâtir des hôpitaux pour les personnes âgées, puis allez voir les sites Internet, là, c'est là où vous allez attendre 15 heures au lieu de 25 heures à l'urgence. Je comprends pas pourquoi on continue d'informer puis d'envoyer tout le monde à l'urgence. Hey, il faut que le GAP fonctionne mieux, il faut que le 811 fonctionne mieux, il faut qu'on ait des alternatives. Le gros des gens qui se ramassent à l'urgence, là, à part des gens très malades, là, c'est correct. Et rappelez-vous que le docteur, pas le docteur, mais le ministre Dubé disait que 50% des patients ambulatoires qui se présentent à l'urgence pourraient être vus ailleurs. Où est cet ailleurs? Pourquoi on n'est pas capable d'offrir ces alternatives vraiment et franchement? Le 811, quand tu attends 2 heures, là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas à l'urgence. On se tire dans le pied en n'améliorant pas ces alternatives-là, je crois en tout cas. On a un auditeur qui voudrait nous partager une histoire personnelle. Il s'appelle Antonio, il est avec nous. Bonjour Antonio. Bonjour. Votre mère a demandé l'aide médicale à mourir à la maison. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est déroulé? Non, c'est pas elle a demandé des soins palliatifs à la maison. Ah, OK. OK. Ouais. Pendant 2 mois, elle a été suivie des infirmières, médecins. Nous autres, les enfants, on allait la voir, elle était disponible. Elle avait un cancer du pancréas à ce moment-là. On savait que la fin s'en venait. Et puis, je lui ai passé une fin de semaine avec elle. Puis ça a donné que c'est la fin de semaine qui est décédée. Puis elle était sereine, heureuse. Je prenais mon café, on écoutait son émission préférée à la télévision. Puis quand je lui disais, hey, as-tu vu qu'est-ce qu'il fait? Elle était partie. Oh, c'est beau. Probablement, pour moi, ça a été... le deuil a été facile à faire parce qu'on était avec elle. On a bien été préparés par le médecin, par les infirmières. C'est à Saint-Léonard. J'ai été surpris de voir la qualité des soins qu'elle a reçus. Merci beaucoup. Ouais. C'est beau. Merci beaucoup d'avoir appelé. Louis-André Richard, on a une histoire. Ça, quand on entend ça, il faut peut-être avoir l'ambition de voir au-delà de l'histoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a quelqu'un qui a vu la mort se dérouler devant lui, puis ça s'est pas passé dans un couloir d'hôpital. Puis pour la personne qui l'a vécu, on parle de la mère d'Antonio, ça aussi, ça s'est passé dans des circonstances belles, poétiques. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Quand on se passe des mauvais souvenirs, des souvenirs d'hôpitaux, notre rapport à la vie change. Mais quand on se passe des beaux souvenirs comme ça, notre rapport à la vie change aussi. Ouais, moi, ça fait 20 ans que j'accompagne des accompagnants à travers mes visites en Europe et au Québec, et c'est une constante. Ce que ce monsieur témoigne, ce que monsieur Brunet disait aussi, c'est-à-dire les circonstances à l'intérieur desquelles on meurt accompagné de proches. Et chez soi, encore mieux que partout ailleurs, ce sont les circonstances gagnantes là, pour cultiver non seulement de beaux souvenirs, mais assurer qu'on est dans un contexte de mort paisible. Vous savez, c'est l'Odyssée qui est à la mode au cinéma ces temps-ci. Et quand on lit l'œuvre, c'est étonnant de voir que quand on offre l'immortalité à Ulysse, il préfère la mortalité. Et il vit de cette nostalgie de retourner chez lui. Et ce que le film ne rend pas malheureusement, c'est que quand il retourne chez lui, le lit nuptial a été construit à même les racines d'un olivier. C'est une symbolique extrêmement intéressante qui illustre très bien ce que vous dites. En 20 ans d'accompagner des gens de soins palliatifs, c'est toujours ça que j'ai vu. Des familles qui se réunissent, les maisons de soins palliatifs à l'origine, puis encore aujourd'hui, c'est une manière de recréer le climat de la maison, le climat du foyer, où médecins, infirmières, psychologues, familles sont réunis ensemble pour vivre ce moment de la fin de vie. Puis encore une fois, je le répète, ça se passe à 99% très, très bien. Moi, ça m'a réconcilié avec ma peur de mourir jusqu'à un certain point, parce que
quand je vois ça, je me dis, écoute, quand ce sera mon tour, parce qu'il viendra ce tour, ben, j'ai en tête déjà ces circonstances que je souhaite pouvoir voir reproduites chez moi, puis c'est possible à la maison, bien entendu. Bien entendu. Merci beaucoup Merci à vous beaucoup. deux, Louis-André Richard, philosophe, Paul Brunet du Conseil de la protection des malades. Merci beaucoup d'être venu nous parler à vous. aujourd'hui.